Implanté sur un domaine de plus de 50 hectares, le sanctuaire de Lourdes constitue le plus important centre de pèlerinage catholique de France. Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier dans cette petite ville où, au XIXe siècle, une jeune fille prénommée Bernadette aurait rencontré la Vierge dans une grotte près de la rivière. Étudiante en médecine, Léna est originaire de Lourdes. En 2016, elle a même été sacrée Miss Hautes-Pyrénées. Très attachée à son département, c'est elle qui sera notre guide pour la dernière étape de ce voyage. Si elle a choisi de nous faire découvrir le sanctuaire de Lourdes, c'est pour mieux comprendre cet ensemble architectural unique en France, bâti en à peine 100 ans. Celle qui va nous faire plonger dans l'histoire du sanctuaire, c'est Cécile, guide culturelle sur le site depuis 15 ans. Alors ici, tu vois, c'est l'esplanade du Rosaire. C'est ici que tout se passe, grand lieu de rassemblement. Et puis on a une vision d'ensemble de toutes les églises qui existent sur ce sanctuaire. Donc tu as celle d'en haut qu'on appelle la basilique de l'Immaculée Conception, la première qui a été construite en 1866. Petite église très classique qui peut accueillir 700 personnes. Très vite trop petite. Donc en 1883, on va commencer la construction de la seconde, celle qui est à notre niveau, la basilique du Rosaire. Et je vais te montrer ce chef-d'œuvre de l'art romano-byzantin. D'un style bien loin de nos églises classiques, la basilique du Rosaire peut accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Autour de sa coupole centrale vertigineuse, 16 chapelles ornées de décors somptueux. C'est des mosaïques, c'est ça? Voilà, ce sont ce qu'on appelle des mosaïques byzantines. Et le but de cette église, c'est un livre d'images. Et c'est en France une des églises où on a le plus de mosaïques byzantines, puisqu'on a un peu plus de 2000 m² de mosaïques, ce qui est là aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais te montrer une des chapelles que j'aime particulièrement. Si tu veux bien me suivre, allons-y. Comme tu peux le constater, elle est resplendissante. Alors, les mosaïstes ont fait un travail remarquable. Il s'agit de ce qu'on appelle la Pentecôte. Moi, comme je dis toujours, c'est une église où chacun y trouve son compte. Parce que celui qui veut une lecture religieuse va être marqué par chacune des chapelles, et celui qui est purement intéressé par les arts décoratifs va également y trouver son compte par la densité et la variété des décors. Chef-d'œuvre du XXe siècle, la basilique du Rosaire va vite, elle aussi, s'avérer trop petite pour accueillir tous les pèlerins. Pour répondre à leur affluence grandissante, la construction d'une troisième église devient alors nécessaire. Mais pour ne pas rompre avec la perspective du sanctuaire, c'est sous terre que cet ouvrage va être bâti. Voilà Léna, c'est la basilique Pie X. Tu dois la connaître en tant que lourdaise. Ah oui, alors c'est vrai que ça fait quelques années, depuis j'ai quand même grandi, mais je me sens toujours aussi petite. Face à l'immensité de ces arches, là, c'est impressionnant, c'est très imposant. Alors déjà, c'est une des plus grandes églises au monde. 14 000 m², un peu plus. 210 mètres dans la longueur, 80 dans la largeur. C'est un exploit technique. Alors à l'époque, on a utilisé un béton qui était tout nouveau, qu'on appelle le béton précontraint, et qui permet d'avoir des portées très très larges, sans piliers, puisque ce béton précontraint est toujours en mouvement, en balance. Et on a des portées de 80 mètres, 60 mètres, et pas un pilier. Et ça donne toute la symbolique à l'espace, une nef unique qui ressemble à une carène de bateau inversée, et qui, dans la religion, rappelle l'arche de Noé, évidemment. Que votre quête soit spirituelle ou non, visiter le sanctuaire de Lourdes, c'est s'immerger dans l'histoire d'un lieu centenaire, au patrimoine architectural aussi varié qu'exceptionnel. Une destination à ne pas manquer lors de votre prochain voyage dans les Hautes-Pyrénées. Dirigeons-nous à présent à quelques kilomètres de Lourdes. Léna va nous emmener à la découverte d'un autre petit miracle pyrénéen, entièrement façonné par la nature. Depuis son ouverture au public en 1903, la grotte de Bétharram est une des attractions les plus réputées du département.
Mais l'histoire de cette grotte, c'est aussi une saga familiale, où les générations se succèdent à la tête de ce lieu unique depuis plus d'un siècle. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Merci. Alors, vous voulez un petit café pour vous réchauffer? Avec plaisir, Bon. volontiers. Aujourd'hui, c'est Albert qui gère et perpétue cette aventure familiale. Et ce n'est pas un hasard si le propriétaire de la grotte a choisi cette salle prestigieuse comme lieu de rendez-vous. C'est magnifique ici. Moi, je m'attendais à arriver dans une grotte. Je me retrouve dans un café un peu art déco, là. On est où ici? On est à la sortie des grottes de Bétarame. C'est un hall d'accueil qui a été construit par mon grand-père en 1924. D'accord. Et donc, pour accueillir les gens qui sortaient des grottes, il a fait ce bâtiment. C'est un des premiers bâtiments en béton armé de France. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment historique et magnifique. C'est le travail de toute une famille au fil des générations. C'était un homme visionnaire pour faire évoluer les grottes et accueillir les clients. Albert représente la 4e génération à la tête de Bétarame. C'est son arrière-grand-père, Léon, artiste peintre et photographe, qui a eu l'idée d'ouvrir cette grotte au public au début du XXe siècle. C'est aussi lui qui a entrepris les premiers aménagements à l'intérieur afin d'en faciliter l'accès. Voilà. Allez, venez. Merci. Venez. Aujourd'hui, un parcours souterrain de presque 3 km permet de visiter les 3 étages de galeries creusées par l'eau dans la montagne calcaire. Albert nous emmène dans la partie supérieure, la plus vaste de toutes, réputée pour ses plafonds exceptionnels. Alors vous voyez, on est dans la plus belle salle de ces grottes de Bétarame, qui s'appelle la salle des lustres. Parce qu'il y a beaucoup de concrétions, de stalactites qui pendent à la voûte, qui ressemblent à des lustres géants. On n'imagine pas ce qu'il y a sous terre, alors qu'en voiture, on admire les montagnes. C'est magnifique, c'est impressionnant. Un spectacle féerique, entièrement naturel. Car depuis quelques millions d'années, ce sont les gouttes d'eau qui façonnent et sculptent le sous-sol de cette grotte. Et parmi toutes ces formations, il y en a une qui attire particulièrement l'attention des visiteurs. Nous voici devant la colonne en formation. Elle nous fait le plaisir de goûter, comme si c'était une poignée de diamants qui tombait sur la pointe et qui part en éclats. Dans aucune grotte, on a trouvé d'aussi belle formation de colonnes stalagmitiques. D'accord. Vous voyez ? Là, C'est bien proportionné. Oui, c'est impressionnant. Dans combien de temps à peu près on peut imaginer que la stalactite va rencontrer la stalagmite? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans 5000 ans, à raison d'1 centimètre par siècle, s'il y a beaucoup d'eau. D'accord. Venir à Bétarame, c'est être assuré d'y voir l'un des plus beaux spectacles des Hautes-Pyrénées. La garantie d'une excursion unique, qu'une balade en barque sur la rivière souterraine, ainsi qu'un voyage en train, concluront en toute originalité. Alors n'attendez plus, les grottes sont ouvertes presque toute l'année. Poussons notre balade à 20 km au nord et faisons une halte à Tarbes, capitale du département. Pour la dernière étape de notre voyage, nous vous proposons une petite escapade en voiture de collection. Point de départ de cette virée atypique, l'hôtel de ville de Tarbes. Bonjour. Bonjour Léna. Enchantée. Waouh. Mais qu'est-ce qu'elle est chouette cette voiture. Elle date de quand? Elle est 1938, C'est votre bijou, c'est ça? c'est mon petit bijou, voilà. Mais elle est magnifique, donc c'est avec ça qu'on va partir faire un tour? Tout à fait. Membre d'une association de collectionneurs de voitures anciennes, René sera notre chauffeur. Tout au long de cette belle journée. Au volant de son cabriolet, il nous conduit vers un lieu emblématique à Tarbes et très apprécié des citadins, le jardin Masset. Véritable écrin pour les botanistes, ce havre de paix a été labellisé Jardin remarquable en 2004. Un petit joyau qui n'a plus aucun secret pour Nicole, conservateur des musées de Tarbes. Bonjour. Bonjour Léna, Enchantée. ravie de vous accueillir dans ce Merci parc. beaucoup. C'est la première fois que tu viens dans ce parc?
Ah non, alors je connais un petit peu ici, je viens depuis toute petite. Voilà, j'aimerais maintenant découvrir, en savoir un petit peu plus sur l'histoire. Alors, ce lieu, avant, il faut imaginer, au début du 19e, on est complètement en dehors de Tarbes et c'est une zone très marécageuse, complètement insalubre. Et il y a ce personnage, Placide Massé, qui est un très grand botaniste. Et cet homme qui a voyagé partout, qui a construit des parcs un peu partout, rêve lui aussi d'avoir son palais et son parc. Et en 1829, il va acheter 11 hectares de terrain qu'il commence par irriguer et il va commencer par planter ce magnifique cèdre. Composée d'un grand nombre de végétaux d'origine exotique et européenne, la flore du jardin est remarquable par sa beauté et sa diversité. C'est au cœur même de cet arboretum que son créateur, Placide Massé, a souhaité faire construire sa demeure. Ce palais, il va confier la construction à l'architecte Jean-Jacques Latour, qui est aussi un architecte de Tarbes. Et Jean-Jacques Latour va lui proposer un palais oriental. C'est une copie d'un palais du Caire et malheureusement, Placide Massé va décéder. Avant de voir la fin de son rêve, en 1853, il décède et il lègue à la ville de Tarbes l'ensemble de ses propriétés pour que la ville poursuive son rêve. Et ce parc, donc, maintenant, c'est un lieu de repos, un lieu de ressourcement, un lieu, un petit peu un Éden. Ce que voulait Placide Massé, il voulait un paradis. Et je pense que c'est ce qu'est ce parc aujourd'hui. Une bien belle histoire pour ce jardin qui, depuis près de 185 ans, fait le bonheur de tous ceux qui viennent s'y promener. Poursuivons notre balade en compagnie de René et Léna et laissons-nous guider sur ces magnifiques routes au paysage vallonné. À un peu moins de 40 km de Tarbes, nous allons vous faire découvrir un haut lieu du patrimoine pyrénéen perché sur son promontoire rocheux. C'est Isabelle, une guide chevronnée, qui va nous en dire un peu plus sur cette forteresse médiévale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château de Mauvezin. Merci beaucoup. Waouh, il est impressionnant ce château, Ah, il vous est avez vu? magnifique. Effectivement, c'est un très très beau château médiéval, construit entre le 11e et le 15e siècle. Alors, il est très connu pour la construction de son grand donjon, puisque c'est Gaston Phébus, le grand seigneur local, qui a construit ce grand donjon au 14e siècle. C'était la guerre de 100 ans, donc on risquait les attaques des Anglais, les attaques des Armagnacs. Et donc Gaston Phébus a construit ce donjon pour protéger et faire un État pyrénéen et contrôler absolument tout le territoire. Alors justement, on se demande, est-ce que stratégiquement ça a fonctionné pour le coup? Oui, complètement, puisque le château n'a jamais été attaqué. Il a été assiégé simplement une fois, mais il n'a jamais été attaqué. C'est vrai que le château de Mauvezin, c'est l'endroit à côté duquel on ne peut pas passer. On ne peut pas passer à côté. Déjà, vu sa position, on le voit de loin, ça c'est bien vrai. Vous l'aurez compris, le château de Mauvezin est un incontournable qui émerveillera tous les amoureux de l'architecture militaire médiévale. Avant de clôturer notre balade, René a réservé une surprise à Léna. Direction le village de Tournaille, à seulement 10 petites minutes en voiture. C'est ici, dans cette conserverie réputée, que se réunissent régulièrement les membres de l'association dont fait partie René. Bonjour. Oh, quelle est grande. Enchanté. Bonjour, je te présente Léna. Jean-Bernard est le patron de cet établissement gourmand et convivial. Mais sa passion ne se limite pas uniquement à la fabrication du foie gras. Vous aussi, vous êtes membre de l'association? Oui, tout à fait. Je possède une Morse de 1922, une limousine. Celle qu'on voit ici? Voilà, je l'ai sortie pour cette belle journée. Voilà la passion des bons produits et des belles mécaniques. D'accord, mais je comprends que les membres de l'association aiment se retrouver ici, du coup. Tout à fait, oui, c'est oui. des habitués? Ils viennent assez souvent, surtout l'été, quoi. On fait des petits casse-croûtes avant de partir en balade dans nos belles Pyrénées. Des balades exceptionnelles que vous aussi, vous pourrez un jour peut-être partager avec les membres de cette association. Notre voyage est maintenant terminé. Vous savez désormais que le département des Hautes-Pyrénées a bien des richesses à partager. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie.